Bien, merci. Nous allons reprendre nos travaux. Nous avons vu ce matin la question des systèmes d'IA appliqués d'abord à l'éducation, ensuite à la sécurité. Nous passons désormais à notre troisième table ronde consacrée cette fois à la question évidemment importante de la santé. Merci aux trois intervenants aujourd'hui. Et pour respecter un petit peu le format qui a été adopté ce matin, je vous propose du coup de commencer par une présentation de vos parcours et de fonction. On enchaînera ensuite sur une présentation de cas d'usage et on terminera enfin avec un débat qui respectera là aussi trois thèmes différents. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Je vais donc vous laisser la parole, peut-être commencer par Mme Brick, qui va se présenter. Et je vous remercie à nouveau. Bonjour, donc Stéphanie Brick, je suis maîtresse de conférence en informatique à l'Université de Bourgogne. Je suis aussi directrice du laboratoire imagerie et vision artificielle et je suis aussi responsable du master de santé et intelligence artificielle qui est à l'Université de Bourgogne. Donc, mon domaine d'expertise, c'est tout ce qui tourne autour de l'analyse et du traitement d'images, surtout appliqué au médical. Et bien entendu avec maintenant des techniques d'intelligence artificielle. Et je m'intéresse en particulier à tout ce qui est quantification de l'incertitude dans les réseaux de neurones profonds. On va passer son micro, vous entendez parfaitement. Vous entendez comme ça? Oui, son micro. Donc, bonjour, moi je suis le professeur Patrick Caillé, je suis chef de service du laboratoire de génétique chromosomique et moléculaire au CHU de Dijon. Donc, mon domaine d'expertise, c'est tout ce qui est génétique chromosomique, j'analyse les chromosomes. Et j'ai aussi une autre expertise depuis 2017. J'ai engagé le premier médecin spécialiste en IA en France, qui est dédié à l'intelligence artificielle. Et depuis 2017, on a créé une équipe d'intelligence artificielle qui s'appelle Diane, pour le développement de l'IA au CHU de Dijon. Et depuis 2017, on a trois activités, trois axes, je dirais, de développement d'IA. Au niveau de la recherche, on a développé le datapont, je vous en parlerai à la fin. Au niveau de la formation, on a créé le DU IA Santé, depuis 2019, on a la 5e promotion. Je viens de créer cette année le DIU IA Générative pour les process de santé. Et au niveau, ça c'était formation, recherche et animation. Donc, on a depuis cette année, depuis l'année passée, créé le Data Kids. C'est de sensibiliser les enfants à la santé par le numérique. Voilà, donc je vous en parlerai tout au cours des discussions. Voilà, l'équipe DIAD aider les professionnels de santé dans le CHU, dans le cadre de l'IA. Et grâce, peut-être celle d'avant, il y a peut-être Davidet. Voilà. En fait, si je suis là aujourd'hui, c'est grâce à Davidet, en fait, il arrive en 2017. Et c'est un expert de la donnée et de l'IA. Il a 3 compétences, il est informaticien, il est biologiste, il est médecin. Donc, ça va très, très vite pour développer des projets d'IA. Donc, on est une petite équipe d'IA, on est 4, donc moi, Davidet, et on a 2 ingénieurs. Je développerai pas plus, je pourrais développer après, mais c'était voilà pour la présentation. Merci. Alors, je sais qu'on entend bien sans micro, mais c'est l'habitude. Hein, j'avais prévenu les animateurs que j'aimais bien parler avec le micro. Merci Maximilien, merci Pierre de me faire l'honneur de m'avoir invité à cette table ronde. Hein. La dernière fois qu'on s'est retrouvés à parler ensemble, c'était en 2017, je crois. Ah oui, excellent. Un petit peu. Bien, bonjour à toutes et à tous. Alors, de mon côté, présentation un peu plus sommaire parce que j'ai moins à vous dire. Je suis maître de conférence en droit privé à l'Université de Perpignan. Mes domaines de prédilection sont le droit de la santé, le droit des contrats et un petit peu le droit pénal. Et donc, en droit de la santé, plutôt tout ce qui est responsabilité médicale, responsabilité hospitalière. Et j'interviens effectivement au master de droit de la santé, droit et gouvernance des établissements de santé du professeur Viala à l'université de Montpellier. Merci. Merci à tous les trois pour ces présentations. Alors, en respectant justement la logique des talents de ce matin, je pense qu'on peut passer à la deuxième phase, qui est plus une phase d'exposé, de présentation. L'idée étant, je vais parler en nom propre, mais pour un peu d'essayer de comprendre quels sont les cas pratiques et concrets auxquels, dans votre quotidien, vous êtes confronté dans l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle, sans avoir quelques retours d'expérience et quelques
Ce qui nous permettrait aussi ensuite de faire le lien avec des problématiques juridiques qui pourraient s'en dégager. Là, je vous laisse. C'est bon, alors, donc nous, dans le cadre du laboratoire de génétique chromosomique et moléculaire, on a développé avec la société Metasystème une IA capable de classer plus rapidement les chromosomes, qui s'appelle DeepRNN. Cette IA nous permet de classer les chromosomes. Avant, on avait une classification qui nous rendait des résultats même erronés, voire avec des faux positifs. Et grâce à l'IA, ce qu'on a incorporé avec la société, on a moins de faux positifs. Et à titre d'exemple, si vous voulez, avant, sur les karyotypes postnataux, on avait environ, pour les classements, 50% d'erreurs. Et grâce à l'IA, on arrive environ à même pas 8% d'erreurs. L'intérêt, c'est de gagner du temps. Donc maintenant, pour les karyotypes, pour les enfants atteints de retard mental, les cancers, etc., on gagne du temps. Donc avant, les techniciennes, elles faisaient environ les 2-3 karyotypes par jour. Maintenant, on est à plus de 6 karyotypes par jour. L'intérêt aussi, c'est que j'ai pu expliquer aux techniciennes quel est l'intérêt de l'IA. Je ne vous le cache pas, au début, c'était compliqué, peut-être qu'on en parlera. Elles ne voulaient pas du tout de l'IA dans le service, elles étaient contre. Donc, j'ai essayé de les acculturer, leur expliquer que ça ne va pas prendre leur métier. Et c'est vrai que la plus vieille technicienne, elle m'a dit, mais Patrick, mon travail, qu'est-ce que je vais dire? Alors, je lui ai expliqué, je lui ai dit, non, ça va gagner du temps, tu vas pouvoir faire de la qualité, avoir d'autres dossiers, travailler plus rapide. Et depuis, maintenant, ça fait plus de 6 ans qu'on l'a incorporé. Donc, on détecte plus d'anomalies. Et il faut savoir qu'il y a toujours ce qu'on appelle une garantie humaine. Ça nous classe plus rapidement, mais c'est toujours le biologiste qui fait le diagnostic. Donc, ça aide à classer, mais ça ne fait pas le diagnostic. Voilà, un exemple concret qu'on a développé dans le laboratoire en tant qu'IA en ligne. Il y a d'autres. Oui, moi, un exemple peut-être en imagerie cardiaque. Je travaille au CHU de Dijon et d'autres CHU en France sur de l'aide au diagnostic médical, donc de l'IRM cardiaque. Donc, on aide une cigare, des techniques d'IA pour aider une tâche compliquée, la segmentation, le contourage manuel de différentes zones cardiaques. Donc, là, c'est pareil. C'est fastidieux à faire pour un médecin, pour un expert. Il peut être aussi sujet à un certain nombre de variabilités entre les experts. Et donc, on développe des méthodes d'analyse et de traitement automatique de ces données basées sur l'image qui permettent de gagner du temps. C'est pareil, on a toujours plus une aide au diagnostic. Le diagnostic se fait après. On comprend bien à la suite de cet exposé que tout de toute manière reste fait sous le contrôle d'un humain, il faut vérifier. Est-ce que vous mentionnez tous les deux, je pense pouvoir le dire sans me tromper, que ce qui justifie le recours à l'intelligence artificielle, c'est le gain de temps. C'est le gain de temps. Est-ce qu'il y a d'autres raisons? Le principal, moi, je vois, en fait, on est de moins en moins de médecins à l'hôpital et on nous demande de plus en plus de tâches administratives. On se concentre moins sur notre métier, qui est le diagnostic, en tant que biologiste. Et là, ça nous fait gagner du temps. Après, l'IA, il n'y a pas que le temps. C'est vrai qu'en termes de rapidité, c'est très rapide, mais c'est une autre façon aussi de penser. Maintenant, avec les OM IA génératives, on est en train, je vous parlerai après, ça s'appelle CNVA, une application qu'on est en train de développer, c'est pour les comptes rendus. Nous, on a besoin d'aller sur les sites Internet. On a beaucoup de plateformes, de plateformes web à aller chercher pour classer nos variantes. Et grâce à l'IA, ça va aller chercher directement les variantes sur les bases de données. Et ça fait gagner du temps aussi. Mais je dirais en termes de confort, aussi d'analyse, alors il y a toujours les histoires d'hallucinations, etc. On fait très attention. Mais c'est en termes de confort de travail et d'accessibilité à la donnée. Ça va plus vite. Je dirais, dans le cadre du Dataton, je vous en parlerai à la fin, c'est un marathon d'innovation. On a développé une application qui s'appelait Search Engine. Et en fait, c'était pour aller chercher dans PubMed, chercher les articles dans le cadre du Covid-19. Parce qu'il y avait tellement d'articles qui sortaient, on avait besoin d'informations. Et lui, il allait chercher, l'IA allait chercher directement l'application, l'article qu'il nous fait. Voilà, il n'y a pas la rapidité, mais il y a aussi l'accessibilité à la donnée beaucoup plus rapide.
Je vais rebondir, c'est intéressant ce que vous disiez. Alors, vous avez notamment évoqué le fait que une de vos collègues se posait la question de savoir si elle allait perdre son travail ou pas. Effectivement, c'est une question qui s'est beaucoup posée, qui se pose beaucoup. Et je fais notamment référence à lorsque Alexandre Astier avait été interrogé là-dessus, une personne qui avait peur que, dans un domaine tout à fait différent, qui avait peur que les scénarios des films et des séries soient faits par l'IA. Et Alexandre Astier lui avait répondu, mais si vous avez peur que l'IA apprenne votre travail, c'est que vous n'êtes pas suffisamment bon ou suffisamment utile dans le cadre des scénarios. Donc l'IA est une aide, effectivement, elle n'est pas là pour remplacer, elle n'a pas la capacité en même temps de remplacer. Et notamment, vous avez répondu au fait que cette personne-là, elle est toujours importante dans son travail et à la limite, elle pourra se concentrer sur d'autres tâches qui sont tout aussi importantes. Alors, vous avez évoqué le terme de garantie humaine parce que le médecin ferait toujours le diagnostic. Et sur la base d'un classement qui a été fait par l'IA. Quelle garantie vous avez de ce bon classement par l'IA, en fait? C'est-à-dire que si on remonte d'un cran, quelle garantie vous avez parce que ça pose toujours la question de la responsabilité sur laquelle on reviendra tout à l'heure. Mais... Alors, dans mon domaine, il n'y a aucun souci parce qu'en fait, c'est nous qui validons, c'est-à-dire qu'on nous classe les 23 paires de chromosomes. Donc, il y a une validation technique par le technicien, elle regarde, et après, c'est moi derrière qui valide si le type est bien classé. Et après, pour diagnostiquer l'anomalie chromosomique, pour l'instant, l'IA ne peut pas, elle ne détecte pas. Il n'y a pas assez de puissance. Pour l'instant, on a testé sur des anomalies, mais comme on a des colorations différentes d'un laboratoire à un autre, ce n'est pas reproductif. Il n'y a pas d'interopérabilité, c'est que reproductif d'un laboratoire à un autre. Donc, pour l'instant, pour les classements, c'est peu fiable. Mais je vous dirais, en termes de validation, il y a deux personnes qui valident. C'est jamais la machine qui valide. Voilà. D'accord, donc en fait, comme depuis ce matin, on a toujours l'intelligence humaine qui vient au secours de l'intelligence artificielle. Et in fine, oui, c'est un gain de temps. Et la question pourrait se poser aussi sur les variants. Vous avez dit, les IA vont chercher les variants sur les bases de données. Comment vous savez si elle a fait un tour complet, si elle n'a pas évincé des variants que vous auriez retenus? Sur les variants qu'on retient, c'est des anomalies chromosomiques qu'on appelle récurrentes. Donc, on sait un petit peu par ancienneté, donc, ça fait 20-30 ans que je fais de la génétique, on sait un petit peu sur quelle base de données il faut aller et qu'est-ce qui en ressort sur les anomalies chromosomiques. Après, on en parlera à la fin, c'est sur les jeunes, moi je disais, maintenant les nouveaux internes, pour tout ce qui est IA, ils classent actuellement, je leur fais découper avec des ciseaux, ils classent à l'ancienne version et ils passent à l'étape de deep learning, de machine learning, après avoir fait cette étape, pour ne pas perdre la qualification, pour ne pas perdre de chance de notre travail, c'est-à-dire de spécialisation. Et c'est vrai que la question qu'on avait discutée avec Dr Bordet, c'était de savoir si on perdait cette qualification. Non, moi, au début, je préviens les internes que quoi ils doivent se former à l'ancienne, et après à passer à l'étape pour ne pas perdre cette qualification, cette spécialisation. Parce que c'est vrai que nous, la spécialisation de la cytogénétique, c'est à l'œil. C'est vrai que c'est l'imagerie. Donc, il faut bien reconnaître les chromosomes. Donc, la machine, elle peut le faire. Et nous, ma spécialité, c'est de bien reconnaître ces chromosomes. Je profite juste on déborde juste un peu la thématique parce que c'est sur la première table ronde, mais sur cette question justement de la formation, je vais juste y revenir. Est-ce que, notamment Madame Rick, est-ce que dans l'informatique, est-ce que vous avez le même problème avec la formation des étudiants sur ces outils, dans le développement de ces outils? Est-ce qu'ils puissent comprendre tout ce que l'outil est censé faire, être capable d'effectuer la tâche par eux-mêmes? Je sais qu'on dérive en dehors peut-être du domaine de la santé, mais est-ce qu'il y a un apprentissage des connaissances qui est automatiquement hors IA, interdiction d'utiliser les outils dans un premier temps, un peu comme le mentionnait le professeur Callier Classique. Après, on passe des années techniques d'IA. Des fois, on a fait comparer aussi les résultats. Ça peut être l'intérêt des techniques entre guillemets à l'ancienne qui parfois obtiennent de meilleurs résultats. Une forme de coercition pour vraiment les empêcher d'aller vers ces outils trop tôt, ou est-ce que c'est pas du tout pensé dans... Non, il ne faut pas d'aller vers ces outils trop tôt. C'est surtout qu'il faut connaître les problématiques, les difficultés,
il n'y a pas tout à fait tous les problèmes de biais qu'il peut y avoir, pour qu'ils en soient conscients, mettre en place les algorithmes qui développent. Il y a tout un travail sur les bases de données en amont. Justement, sur la question des biais, c'est la transition parfaite. Comment est-ce que vous gérez les biais sur vos deux spécialités? Est-ce que c'est une véritable question, la question de leur biais algorithmique, l'interprétation du résultat? Alors, on peut avoir effectivement des cas d'usage qui vont être, ça va être disons oui ou non, donc on aura effectivement une vérification a posteriori beaucoup plus facile. Mais des fois, on a peut-être sur l'analyse des clichés des interprétations qui peuvent être faites, peut-être des résultats qui sont l'IA propose une interprétation, on n'est peut-être pas capable de comprendre. Interpréter de cette manière, peut-être. Enfin, voilà, comment est-ce que vous gérez les biais dans votre domaine respectif? Moi, je compléterais, moi, c'est assez facile pour les biais. Ça soit directement, je parle de la spécialité de la cytogénétique, je vois directement ce karyotype. Quand il classe mal, on voit tout de suite, quand on est spécialiste, qu'il a mal classé le chromosome. Donc, c'est assez facile. Après, c'est vrai, quand on parle de deep learning, c'est vrai que c'est la boîte noire. Et ça, c'est plus compliqué à voir. C'est vrai que les systèmes de LLM avec les hallucinations, pareil, j'ai fait des tests, on fait des tests sur la bibliographie, et c'est vrai que là, sur une technique qui s'appelle le DPNI, tout au début des LLM, j'avais demandé, tiens, dites-moi 2-3 articles sur l'LLM, et c'était complètement fou. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étudiants de médecine qui ont fait pas mal de thèses aussi en méthode de bibliographie, et ça, le contrôle, c'est vrai que maintenant, ça devient de plus en plus compliqué, parce que moins en moins de biais, et c'est vrai que les outils numériques s'améliorent de jour en jour. C'est vrai que maintenant, on n'arrive plus à faire la comparaison entre ce qui est fait par une machine et ce qui est fait par un humain. La formation des étudiants en santé, les outils génératifs dont on parlait ce matin, ça pose aussi beaucoup. Ouais, c'est pas que ça pose de problème. Moi, dans le cas du DU, l'année passée, pour l'examen, au début, on faisait une question rédactionnelle. Après, on s'est aperçu qu'ils avaient utilisé ChatGPT pour répondre. Ouais. Donc, on est passé au QCM. Donc, c'est vrai que cette histoire de QCM, de question rédactionnelle, dans le ChatGPT, il faut faire attention. Le lien justement de cette question des biais, cette question aussi de la formation, c'était un point qui avait été relevé. Est-ce que justement cette utilisation de plus en plus importante de l'intelligence artificielle en milieu hospitalier, elle conduit à une forme de perte de compétences du médecin? Est-ce que ça le complète utilement? Est-ce que... Non, je dirais, c'est des idées reçues, c'est que l'IA va remplacer le médecin. Je répondrai, c'est pas une perte de compétences. Parce que la spécialisation dans vos études nous demande 4 années d'internat. Donc là, vous travaillez sur votre métier. Et c'est après ça qu'on l'utilise beaucoup. Après, moi, je l'utilise quotidiennement, mais c'est surtout pour mes tâches administratives. Pour les tâches dans le domaine de la santé, je dirais qu'on n'est qu'au début. C'est implémenté dans les scanners. Directement, donc c'est des grosses boîtes comme Siemens s'implémenter. Par contre, à ce jour, il y a encore peu ou pas d'applications dans les centres hospitaliers. Il y a quelques services, à Dijon, il y a quelques services qui utilisent, mais on est peu à l'utiliser parce qu'il y a des contraintes réglementaires, parce que les données qui sont un code, etc. Il y a des contraintes aussi hospitalières, il y a la DSI par rapport au réseau du CHU. Voilà, donc on n'est qu'au début. Et puis maintenant, pareil, je joue un peu la porte là, c'est sur les LLM. Maintenant, avec les LLM multimodales, c'est vrai que vous pouvez mettre une radio qui vous dit ce qu'il y a sur la radio et pas de me. Mais je reviendrai à la question, c'est que les médecins ont peur, mais il ne faut pas avoir peur, c'est un complément. Je m'en sers pour m'aider tout ce qui est administratif, et puis je gagne, tout ce qui est chronophage, je passe par là, c'est gain du temps. Et le temps que je passais à faire de l'administratif, j'irai perdre du temps, toutes les tâches chronophages. Maintenant, je suis là cet après-midi, autrement, je ne sais pas. Et alors, du coup, question qui s'adresse à ce point, vous avez soulevé la question des contraintes, et notamment des contraintes réglementaires. Est-ce que, justement, vous pouvez peut-être faire, je ne sais pas qui on parle en premier, mais un tour d'horizon de ces contraintes aujourd'hui légales, que ce soit sur les données de santé, que ce soit sur la réglementation propre à l'IA, justement? Quels sont un petit peu les freins juridiques que vous avez identifiés, ou qui ne sont peut-être parfois pas des freins, mais au contraire des facilitateurs? Pour les freins à l'utilisation de la donnée, c'est vrai que la donnée, nous, c'est un peu notre pétrole. On dit ça, c'est le pétrole des CHU, etc. Il y a toutes les réglementations du RGPD. Donc là, il faut faire attention. Quand vous entraînez une machine,
faut que les données soient anonymisées pour la recherche, etc. Vous ne pouvez pas utiliser des données de patients comme ça dans l'analyse. Donc ça, c'est la première règle. Donc on travaille sur l'entraînement d'une machine de l'anonymisation. Après, il faut demander aussi le consentement du patient. Alors c'est vrai que là, il y a un petit décalage entre l'utilisation et le consentement du patient. Ça, c'est un peu plus compliqué à l'avoir a posteriori. Il faut recouvrir le patient. Et troisième, un peu, je dirais, contrainte, c'est, vous connaissez les GAFAM, c'est vrai qu'ils ont utilisé mettre de la donnée sur des clouds de GAFAM. Ça pose question, en sachant qu'il y a des data centers qui sont en France, qui sont utilisés par Microsoft, sachant que le Web Data Hub utilise Microsoft. Donc ça, c'est une question qui est toujours en suspens. On se dit, bah, tiens, est-ce qu'on peut mettre nos données là-dessus? Est-ce qu'elles ne vont pas partir aux États-Unis, etc. Voilà, c'est les trois que je vois. Utiliser les GAFAM, technologiquement, c'est très important, parce qu'ils ont les briques technologiques. Alors moi, je suis pro-souverain, je suis OVH, etc., Orange. Mais c'est vrai que ces GAFAM ont les briques technologiques que les autres n'ont pas pour l'instant. Et c'est pour ça que le Web est parti sur Microsoft. J'en profite pour enchaîner sur ces questions. Vous parlez de la concurrence qui est exercée par les GAFAM sur certains services, notamment évidemment sur la question de l'hébergement des données de santé, avec toutes les problématiques que ça implique. Mais on sait aussi que les GAFAM ont depuis une quinzaine d'années fait leur éruption au sein des hôpitaux en proposant eux-mêmes des services. On a souvent dit que les GAFAM s'étaient lancés dans une course à la donnée de santé. Est-ce qu'aujourd'hui, cette concurrence entre, d'un côté, l'hôpital public et de l'autre côté, les GAFAM, se ressent au quotidien? Et est-ce que ça se ressent aussi dans la recherche sur des systèmes d'intelligence artificielle? Non, moi, au niveau des GAFAM, je n'ai pas trop de demandes. Ils m'épaulent pour les projets de recherche, oui. Mais dans le cadre de l'hôpital, je n'ai pas eu trop de demandes de Microsoft, de la AWS, tout ça. Ils m'aident à utiliser ils me permettent, oui, ils mettent à disposition du cloud pour la recherche. Mais dans le cadre du diagnostic, je n'ai pas de pression. Mon côté, hein, je n'ai pas de. Ça, je suis Dijon. Moi, en génétique, je n'ai pas de pression là-dessus. C'est pas ma paix tous les jours. Bon, juste parce qu'on avait parlé en off, et je pense que c'est lié à cette thématique-là, c'était le décalage dont on parlait entre le développement des startups qui proposent des solutions en outils d'intelligence artificielle et la demande du CHU, des hôpitaux publics, sur ces outils-là. Il y a une faible demande, de ce que je peux comprendre, et une grosse offre. En fait, il y a beaucoup de startups qui ont développé des applications en IA santé. Et c'est vrai que là, ils nous toquent un peu à la porte en disant, voilà, j'ai cette application. Alors, il y a deux possibilités. Soit ils ont développé l'application sans avoir un médecin dedans et l'application est un peu plus difficile à maîtriser, etc. Et moi, j'ai eu un cas aussi, à l'université de Londres. C'était un chercheur qui m'avait appelé une journée, un jour, il m'a appelé, il m'a dit, ouais, j'ai développé une application pour la cardiologie. Il dit, mais dedans, c'est pas un cardiologue. Non, c'est comme ça. Et donc là, si vous n'avez pas besoin de vent, ça ne marche pas. Donc là, il y a beaucoup de startups qui nous appellent, qui sont en demande. Et c'est vrai que le marché est un peu, je dirais, pas compliqué en ce moment, mais pas très ouvert. C'est vrai qu'il y a des contraintes de réseau, dans le système hospitalier. Faire attention, pas faire n'importe quoi. Si vous utilisez du cloud Google ou AWS sur une application, l'implémenter dans le CHU, ça va être compliqué. Et c'est vrai que ce marché est actuellement difficile. Et les liens avec le monde de la recherche, je pense que Madame Brix, est-ce qu'il y a une forte, beaucoup de demandes de ces startups-là par rapport au monde de la recherche pour se connaître d'avancer, essayer de voir ce qu'ils peuvent aussi faire comme type de produit? Oui, d'un point de vue plutôt technologique, pour justement développer les dernières techniques. Je pense qu'il y a surtout effectivement besoin du lien avec les hôpitaux pour avoir accès aux données, nouvelles données, qui sont un peu le nerf de la guerre. Et si on développe une méthode qui a été entraînée uniquement sur un type d'IRM, ça, une IRM d'un autre constructeur, il y aura des études qui ont été faites pour l'image cardiaque. Les études nous semblaient que ça fait 40% en moins des résultats sur une autre IRM. C'est dû à quoi concrètement? Pourquoi? Parce qu'on change d'appareil. On change d'appareil, on change les paramètres d'acquisition, la densité des images, ça va peut-être pas être forcément le même.
C'est important d'avoir accès à des données multicentriques. On va vraiment essayer de prendre en compte tous ces liés dus aux paramètres d'acquisition. D'accord, donc sur ce niveau-là de précision, c'est vraiment la même machine, mais d'un constructeur différent, va complètement influencer du coup le développement de l'outil. Là, je vais rebondir sur la donnée maintenant. Dans presque toutes les régions, maintenant, 3/4 des CHU en France, il y a des entrepôts de données de santé qui sont créés. Donc à Dijon, il y a un entrepôt qui est associé à Strasbourg, Metz, ça fait tout l'Est. Et dans ces entrepôts, les données sont disponibles pour les professionnels de santé, pour développer des applications. Et là, c'est en cours, ça s'appelle REBIA, au niveau du CHU, c'est ce qui s'occupe de l'entrepôt. Et ça permet aux chercheurs de travailler sur de la donnée accessible pour les chercheurs à l'Université de Bourgogne. Donc ça, c'est en cours, actuellement, ils ont été acceptés sur la CNIL, c'est accepté. Et maintenant, ils passent à la phase d'application, d'utilisation de la donnée. Parce que c'est vrai que la donnée, au GAFAM, il la cherche, mais il la crée aussi. Là, avec les données artificielles, ils essaient de la créer. Et c'est vrai que vous même pas besoin de la donnée artificielle. Vous avez des objets connectés avec des montres connectées, ils captent de la donnée. Et ils créent une application pour faire ça aussi. C'est pas spécialité des données de santé, mais en réalité, ici, la question est plus large, à mon sens, un peu celle de l'IA, vu que la question se posait bien avant l'IA, qu'il est peut-être un accélérateur de ces problématiques-là. Il y a déjà une dizaine d'années, la question se posait de savoir si deux médecins qui sont de deux services différents, alors il y en a un qui voit une couleur sur le torse d'un patient qui est tatoué, il le prend en photo avec le consentement du patient. La photo est prise avec le consentement, par contre la photo est mise sur un groupe WhatsApp de différents médecins pour savoir finalement s'il y a un médecin qui a une idée sur ce que ça pourrait être, etc. Et finalement, comme le patient a un tatouage, il est individualisable. Et donc, tout d'un coup, il y a effectivement on s'entend le patient à la publication de sa photo, mais c'est encore différent. Et il y a effectivement déjà violation d'une donnée personnelle, de la vie privée du patient. Et donc ensuite, on a eu juridiquement le droit à pallier à cette problématique, via ce qu'on appelle l'équipe de soins. Donc, l'équipe de soins est quelque chose de beaucoup plus global, et donc on va inclure dans une équipe finalement tous les praticiens de santé qui peuvent être d'ailleurs en dehors de l'hôpital, tous les praticiens de santé et du médico-social aussi, qui du coup ont accès aux données du patient. Ce qui permet à la fois une meilleure prise en charge du patient et une réduction, une sorte de violation du partage des informations. Mais en réalité, la question de la maîtrise des données de santé est beaucoup plus large que ça. C'est une histoire de gros bon sens, parce que le droit nous dit qu'il faut protéger les données de santé, il faut s'assurer que la donnée de santé ne va pas fuiter. Et finalement, on se rend compte que au CHU de Montpellier, il y a 4 ans, 10 000 dossiers médicaux qui ont été sniffés, je ne sais pas de quelle manière, mais je ne sais pas quel procédé, c'est-à-dire que le mot de passe a été écrit sur un papier, sur le clavier. Bon, il y a une erreur humaine, il y a quelqu'un qui arrive, se connecté, et les données sont partis. Récemment, ce n'est pas lié au droit de la santé, mais récemment, on a Afrique qui s'est fait voler un certain nombre de données. Et finalement, le fait que les données soient anonymisées, c'est bien. C'est bien, mais ça n'empêche pas la volonté des GAFAM et des assurances notamment de vouloir récupérer ces données de santé, parce que ce qui va intéresser, j'en parlais tout à l'heure, ce qui va intéresser les assurances, ce n'est pas Romain Forcher, 35 ans, qui serait malade, mais c'est 50 000 hommes de 32 à 37 ans qui ont tel type de pathologie, ce qui va permettre derrière de pouvoir augmenter les primes d'assurance pour les hommes de 32 à 37 ans, et ce genre de choses. Donc, oui, on a le RGPD, oui, on a les nouvelles normes européennes sur l'intelligence artificielle, mais finalement, ces normes juridiques, elles viennent poser des grandes lignes. Elles viennent poser des grandes lignes sur le respect de la donnée de santé, sur l'anonymisation, sur le respect de la vie privée, du droit à l'image des patients.
parce que on parle des données de santé. Quand on pense aux données de santé, on entend les pathologies, ce genre de choses, mais il y a bien évidemment des clichés, énormément de clichés qui sont mis sur les serveurs, qui sont soumis aux intelligences artificielles. Et le problème, c'est pas tant que ces données-là soient utilisées par des algorithmes, par des intelligences artificielles, ou qu'elles soient stockées sur les serveurs. Le problème, c'est de savoir si ces serveurs sont suffisamment fiables. Et c'est pour ça que parfois on parle de boucle fermée pour être sûr qu'il n'y a pas de lien avec Internet. Est-ce que ces serveurs sont suffisamment fiables pour ne pas permettre la fuite des données de santé? Parce que le rôle du droit, c'est la protection des citoyens individuellement et des citoyens collectivement. Et donc c'est complexe de créer des lois qui soient trop précises, c'est ça aussi, trop précises et qui finalement bloquent l'innovation, parce qu'on est sur une mesure. Il y a une thèse qui est soutenue il n'y a pas très longtemps sur l'innovation en santé, et la conclusion de la thèse, c'était c'est compliqué parce que le droit est censé être à la fois un facilitateur de l'évolution sociale, mais c'est censé être aussi l'encadrement du fait social, si on prend la définition initiale, et donc il est là à essayer de doser, raison pour laquelle, eh bien, en parallèle de ça, le droit fait confiance aux réglementations plus proches du professionnel, avec tout ce qui touche au droit souple, aux réglementations, au code d'éthique, de déontologie, aux circulaires et aux règlements intérieurs et autres chartes qu'on pourrait envisager, pour minimiser finalement ce qui est le plus fréquent dans l'afflux de données personnelles, c'est-à-dire l'erreur humaine. On a des liens en ce moment entre déontologie d'ailleurs et utilisation des outils d'intelligence artificielle. Il y a des réflexions sur ce sujet. Est-ce que ça pense à l'intégrer dans les usages? On pourra revenir sur l'idée de responsabilité aussi des praticiens de santé, mais de manière générale, l'idée de déontologie. Est-ce que vous avez entendu parler de réflexion sur le sujet? C'est l'Académie de médecine qui a fait un rapport sur l'idée de santé, sa répercussion dans la santé, etc. Et déontologiquement, on dirait sur les données de santé, il y a une réglementation qui s'appelle l'IA Act, je ne sais pas si vous allez en parler, le projet européen, et c'est vrai que c'est en train de changer un peu notre façon de penser au niveau de développement de l'IA, surtout pour la biométrie faciale qui est interdite grâce à l'IA, je dirais, à cause de cette réglementation. Et c'est vrai qu'il y a un prof de Dijon qui disait, c'est vrai que moi je suis un peu d'accord avec lui, c'est que les Américains inventent, les Chinois produisent et les Français réglementent. Et c'est vrai que cette partie-là, moi je suis pour une réglementation positive, c'est-à-dire c'est aider, c'est pas freiner les gens, pas freiner le développement, mais les aider ou les accompagner. Et c'est vrai qu'on demande des fois, je demande à la DPO du CHU, qui s'occupe de tout ce qui est données du CHU, dans le cadre du Datato, qui est le marathon d'innovation en santé, et elle vient tout le week-end nous aider à dire, ah, voilà, ces données-là, vous ne pouvez pas les utiliser, celles-ci, vous pouvez les utiliser. Mais déontologiquement, oui, il y a une grosse discussion au niveau de l'effet de médecine là-dessus. Je voudrais partager encore une observation là-dessus. C'est une réflexion un peu stratégique. Si on s'est posé la question tout à l'heure de l'IA et des implications dans la santé. On va faire pareil avec le monde automobile. Quand on a vu comment on avait tous les GPS dans les véhicules, aujourd'hui on n'a plus de GPS dans la Waze. Et derrière ça, c'est quoi? C'est qu'en fait, la donnée a changé de propriétaire. Avant, c'était le constructeur qui maîtrisait sa donnée, qui choisissait sa donnée. Aujourd'hui, c'est Google qui connaît vos déplacements. Et ce n'est pas pour rien que Google a 4 filiales dans la santé aujourd'hui. Google pousse énormément dans le développement d'applications sur smartphone pour récupérer les données, parce qu'effectivement, on va commencer à récupérer des données de personnes. Et quelle est la finalité de Google? Google a fait une seule finalité, c'est la revente derrière des données. Ce qu'ils font sur Waze, c'est-à-dire qu'ils vont vous vendre, nos données vont être vendues à certains acteurs. Alors ils vont dire, oui, attention, on les vend à certaines personnes, néanmoins, nos données sont vendues. Et c'est exactement la même démarche aujourd'hui qui est appliquée. Le temps n'est pas le même. On dit souvent les Chinois mettent beaucoup de temps pour faire, mais Google aussi met beaucoup de temps. Et Google, aujourd'hui, a de nombreuses données santé sur nous, sans même que nous soyons informés. Nos habitudes alimentaires, nos déplacements.
Et ça, c'est un vrai enjeu. Et on s'aperçoit stratégiquement que des acteurs comme de la donnée, des fabricants de données, aujourd'hui achètent des capteurs, vont descendre et vont dans l'industrie. Google va développer des robots chirurgicaux, par exemple, ou dans l'énergie, ils vont acheter des petits capteurs qui vont permettre de l'énergie. Et les fabricants vont aller, eux, aller proposer de fabriquer de la donnée. Donc, on est au croisement des deux. Et ça, c'est un vrai risque aujourd'hui autour de la santé. C'est comment vont être utilisées nos données santé à l'avenir sur. De toute façon, nous, on n'a pas le droit de vendre les données. Les santé sont invendables en France, c'est clair. Et vous avez tout à fait raison. Moi, depuis le début, sur eux, ils récupèrent de la donnée, c'est sur les montres connectées, etc. Et on le voit de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur les pubs, et ils mettent, oui, voilà, achetez cette montre, vous verrez, où ça vous fera la fréquence cardiaque. Mais l'idée, c'est pas de voir ce que vous avez vous, c'est récupérer vos données. Et c'est vrai que c'est un gros problème. Logiquement, c'est un gros problème. Mais nous, en termes d'hospitalier, on n'a pas le droit de vendre de données. Hein. C'est les entrepôts qui sont faits actuellement dans toute la France, les données sont invendables. On n'a pas le droit. Ça, on avait demandé. C'est pour ça qu'on les pirate. Hein? C'est pour ça qu'on les pirate. Ouais. Après, en partant sur les objets connectés, etc., il y a tout ce qui est génératif. C'est vrai que moi, c'est une thématique que j'aime bien. Il y a Google, c'est Google qui est en train de développer MedPalm 2. Ils ont développé une application, une IA générative qui est entraînée sur 100 millions de données aux États-Unis. Et donc, ça va sortir. C'est une IA qui vous allez pouvoir mettre vos radios, etc. et il va vous faire le diagnostic. Et ça pose un deuxième problème, c'est le patient, il va faire quoi si on vous rend une pathologie? Qui on va voir? Parce que vous allez voir, je vais vous voir, dit, tiens, samedi, j'ai un cancer de la peau. Donc après, vous allez voir votre médecin, comment ça se passe? Et ça, c'est une autre problématique qui va commencer. On est qu'au début, mais là, il y a les applications américaines et chinoises qui vont arriver. Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce que le médecin va prendre en charge le patient? C'est pas lui qui a fait le diagnostic. Bon. Et ça, c'est une question à se poser. Et actuellement, comment? C'est là qu'on a la réponse. Merci beaucoup. J'aurais une question de néophyte, je ne connais pas les spécificités de notre santé. Par rapport au troisième problème que vous signalez, vous avez identifié lié à l'hébergement des données au rôle des GAFAM, quel serait l'intérêt ou les limites de la certification des hébergeurs de données de santé? Finalement, il y a quand même, dans quelle mesure ça concerne ou ça ne concerne pas vos activités, quel impact ça peut avoir, quelle protection ça peut avoir? Les données. Ah, bon, pour le coup, je ne connais pas les certifications parce que je ne maîtrise pas les données, mais en fait, moi, ma réflexion de juriste serait peut-être celle d'un citoyen, c'est-à-dire qu'à partir du moment où une entreprise, soit GAFAM ou pas, est certifiée par l'État ou par l'administration, peu importe, en disant c'est bon, vous avez une accréditation pour stocker, gérer et compagnie, mais bien sûr, vous ne vendez pas, vous ne vendez pas. La société dit non, vous inquiétez pas, je ne vends pas. Les données sont disparues, elles sont toujours là, elles sont dupliquées puis vendues. En fait, in fine, la problématique, ce n'est pas celle de la réglementation, hein, c'est celle de la vérification de la bonne application de la réglementation. On est toujours sur obligation, sanction, coercition. Et le problème, ce n'est pas de faire des belles lois, le problème, ce n'est pas de faire des belles sanctions, le problème, c'est de vérifier qu'il n'y a pas de violation de la loi. Et pour ça, il faudrait donner les moyens à des éléments, à des personnes qui travaillent pour l'État d'aller vérifier qu'il n'y a pas eu de vente ou de fuite des données. Mais ça, à part une volonté affichée de l'État, je ne vois pas bien ce que le droit peut faire. Parce que finalement, c'est le politique qui va vérifier que le droit est bien appliqué. Alors, pour la certification, c'est ce qu'on appelle hébergeur de données de santé. Il y a 6 niveaux. Et les GAFAM, là, ceux qui proposent, c'est Microsoft et AWS en France. Ils ont la certification niveau 6. Donc, c'est-à-dire, vous pouvez mettre vos données de santé, mais ils n'ont pas le droit qu'elles sortent du territoire. Et ça, ils vous disent, qui vous dit que ça ne partira pas? C'est toujours la question. Et qu'on se pose, que de savoir qu'on met nos données anonymisées, est-ce qu'elle ne va pas partir? Mais ils ont un niveau de certification maximal à 6.
Et ils ont le devoir et le droit, alors c'est tout crypté, etc. Les data centers sont à Paris et à Marseille. J'ai une remarque à faire. Je m'étonne effectivement que le ministère de la Santé ait accepté cette solution. Parce que les Américains considèrent que la loi américaine s'applique à l'ensemble de la planète et nous avons le Cloud Act de Trump en 2018 qui fait que nos données de santé elles sont aux États-Unis. Elles sont accessibles par les Américains. Puisque le Cloud Act, je rappelle, permet, dès qu'une donnée est stockée par une société américaine, quel que soit le type de données et quelle que soit l'implantation du serveur, à partir du moment où il y a $1 de la société, le gouvernement américain peut accéder à ces données. Notamment Microsoft Azure, c'est pour lui d'ailleurs, pour Microsoft Azure Cloud, que ce Cloud Act a été pris, qui complète le Patriot Act, qui était poursuivi après l'effondrement des tours encore maintenant. Donc la loi américaine se fiche totalement de nos réglementations. Donc, je m'étonne que le ministère de la Santé en France ait eu cette imprudence, et cette même imprudence que je considère même comme politiquement dangereuse, consistant à mettre entre les mains de Microsoft, donc des autorités américaines, nos données médicales. Parce que c'était un moment aussi, je me permets de répondre aussi, mais c'était un moment aussi purement opportuniste, parce que c'était pendant la crise du Covid, justement, que cette question de l'hébergement des données de santé, par un acteur américain a été soulevée, et que le Conseil d'État, à l'époque, n'a pu faire que voter en touche et dire que oui, très bien, mais pour le fonctionnement actuel de notre système de santé, on a de toute manière besoin d'un opérateur capable d'héberger et d'organiser une gouvernance de la santé, ce qu'aucun opérateur européen n'était capable de faire à l'époque. Il vaut mieux pas le faire. Parce que là, si on risque de voir nos données de santé prises en main par les Américains, c'est-à-dire, comme vous l'avez dit, c'est pas le gouvernement américain qui s'intéresse. Ce sont des sociétés, des multinationales d'assurance, de banques, etc., qui vont trouver de la valeur ajoutée à faire. Donc, on ne devait pas le faire. Oui, mais on s'en est passé jusque-là, on doit s'en passer tant qu'on ne peut pas le faire. la problématique que je disais au début, c'est technologiquement, qu'est-ce qu'on fait si on ne fait pas? Maintenant, le problème d'attente, c'est qu'on perd au niveau économique, on perd du temps, on perd de l'argent aussi. Si on veut développer des applications, on laisse les Américains faire, nous on ne le fait pas, qu'est-ce qu'on fait? Et je ne peux pas à la place du gouvernement, mais les briques technologiques, elles y étaient, et c'est pour ça que je pense qu'ils sont partis sur Azure, parce que les briques technologiques, technologiquement je parle, elles étaient là. Nous, je vais vous parler de nous un petit peu dans le cadre du Dataton. Pareil, on s'est posé la question de partir avec, je ne dirai pas qui, une souveraineté nationale. Eh bien, ils n'avaient pas les VM. En fait. Donc, on est parti sur franchement, on est parti sur du Azure AWS. Données anonymisées, mais on n'a pas le choix. Parce qu'on voulait faire de l'IA, les nouvelles IA génératives, comment on fait? On ne fait pas. Et moi, c'est une question que je me suis posée, c'est qu'est-ce que je fais? Je ne fais pas ou je fais? Et je me suis dit, si je ne veux pas être en retard ou si je veux évoluer un petit peu dans l'IA, faire de nouvelles applications qui pourraient être utilisables en France, j'étais obligé d'être. Autrement, je perdais 2 ans, 3 ans, et voilà. Mais je ne travaille pas pour Microsoft, etc. Moi, je leur ai posé la question, est-ce que les données sont bien cryptées? Et ils m'ont dit oui, et si vous mettez de la donnée, les cryptées, il n'y a que vous, avec une clé qui puisse vous. Voilà. Et ils sont au niveau 6. Voilà, mais je ne suis pas pro-GAFAM, etc. J'aurais posé la question, j'aurais dit, mais moi, je veux bien, on travaille avec vous, mais est-ce que vous me rassurez? Est-ce que c'est bon? C'est M. Véran que je mets en cause, c'est pas vous. Mais je pense qu'Olivier Véran a fait preuve de forte responsabilité politique. Un jour, peut-être, il y aura des comptes à rendre, je pense. Il a livré nos données médicales aux sociétés américaines. Le cryptage, je ne crois pas. Après, c'est pas toutes les données. Je peux vous rassurer, c'est pas les données des hôpitaux. Là, ceux qu'on met dans le APS, c'est des données pour la recherche. Oui. Ça a été validé par ceux qui ont donné les hôpitaux. Voilà, les données de l'hôpital de Dijon, je peux vous le dire, elles sont là, elles sont dans l'entrepôt, elles ne bougent pas d'ici. C'est arrivé. Je voudrais faire un commentaire là-dessus, parce que tout à l'heure, vous avez parlé d'éduquer.
c'est important d'éduquer les gens à comprendre. Et je pense qu'en fait, dans ce cas-là, c'est l'inverse. C'est-à-dire qu'il fallait éduquer les donneurs d'ordre, parce qu'on parle de course à la technologie. On parle par exemple à la 5G, la 4G, pour gagner 10 000 secondes, ça a coûté des millions et ça n'a rien apporté de plus. Donc je comprends qu'il y a cette course technologique, c'est important, mais là effectivement, quand on parle d'une clé sécurisée qui est totalement cryptée, aujourd'hui le plus gros système de cryptage est tombé il y a 3 mois par du quantique. On a fait tomber n'importe quel système de cryptage. Donc aujourd'hui le cryptage n'est pas une solution et ça devient même un danger. Ensuite, quand on va parler des clés de cryptage, on se dit, bon, à la rigueur, attendons, où est-ce qu'elles sont stockées, ces clés de cryptage? Tout à l'heure, je parlais de Olvid, une application de messagerie, soi-disant complètement sécurisée. La clé de cryptage, elle est sur un serveur Amazon. Quand on va commencer à parler de serveurs qui sont basés en France, oui, le problème, c'est qu'on a de la redondance. La redondance, c'est quoi? C'est-à-dire qu'on s'assure que notre serveur, s'il tombe en panne, je suis capable de renvoyer l'information dans un autre pays. Donc, en fait, mes données, elles sont dans les différents pays en permanence. Donc, ma donnée, elle va circuler, et elle va circuler pour plusieurs raisons, soit dans le cadre d'opérations de maintenance. Et les particularités de Microsoft Azure, c'est que si on lit bien le contrat de Microsoft Azure, dans le cadre de la maintenance, Microsoft Azure a la possibilité d'aspirer l'ensemble des données. Et ça, je trouve que c'est un vrai danger quand on va commencer à parler des données, parce qu'on oublie cette histoire de redondance. Et comment on faisait avant? Et bien avant, je me rappelle une discussion que j'avais eue avec un élu qui m'expliquait, pour voir l'avenir, la première chose à faire, c'est imaginer un archer. L'archer, quand il veut tirer loin sa flèche, d'abord, il va chercher son arc le plus loin en arrière. Qu'est-ce qu'on faisait avant tout ça? On avait des petits serveurs in situ qui étaient adaptés aux besoins de l'activité, qui étaient complètement sécurisés et personne n'entrait. Et aujourd'hui, on s'est dit, on a voulu passer sur un système complètement mutualisé avec la question, c'est quels sont les avantages, quels sont les inconvénients. Et il y a plein d'exemples comme ça. Ce matin, on parlait de la vidéosurveillance, les caméras d'un système analogique, après on est passé en HD, après on est passé en 4K, après on est passé en 8K. Pourquoi j'investis dans du 8K? C'est quoi l'usage? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait du numérique parce qu'on a peur de pas être, on va dire, dans le jeu, si on peut appeler ça comme ça, et on ne réfléchit plus les usages. Et ça, je trouve que pour moi, pour nous et pour certaines sociétés, pour certaines entreprises, hein, c'est un vrai problème de pouvoir justement revenir à l'usage sur ces points-là. Alors, je vais vous répondre. Là, pour l'histoire du serveur. Alors, moi, ça fait 20 ans que je suis à Dijon. J'utilisais le centre de calcul de l'Université de Bourgogne, et qui va être HDS. Avec mon Davide Calegarine, on a créé une IA pour l'analyse des variantes de structure génétique. C'était sur le centre de calcul. Et donc, je dis à David, moi, j'ai mon copain, j'ai un réseau de cytogénéticiens comme moi, je dis, j'ai mon collègue de Montpellier qui veut l'utiliser. Et là, il me dit, ça va être compliqué. Il me dit, vous voulez faire quoi? Je dis, moi, ce que je voudrais, c'est que j'ai une application sur mon smartphone, que quelqu'un peut l'utiliser depuis chez lui, qui tape une position chromosomique, et qui me donne la variation, si elle est pathogène ou pas. Il m'a dit, là, sur le centre du calcul, ça va être compliqué. Et c'est pour ça qu'on est parti sur du cloud, ou sur du Azure, ou sur du AWS. Cette solution, on peut l'avoir sur smartphone ou pas. Alors que le serveur ou un centre de calcul, c'est plus compliqué. Voilà, c'est un besoin. C'est pour ça que je vous explique pourquoi on est parti sur une solution comme ça. C'est qu'un centre de calcul, créer une application qui va être disponible sur un smartphone, ce serait possible. Et en termes d'interopérabilité et disponibilité, pour le déployer après, c'est vrai qu'au début, moi, j'étais parti sur une solution dijonnaise. Je dis, ouais, ça va être super, je vais faire à Dijon. Et après, je me dis, mais c'est vrai que si j'ai mes collègues à Paris, à Marseille, ou je ne sais pas, au Canada qui veulent l'utiliser, ils peuvent. Donc, j'ai dit, on va partir une solution AWS, Azure. C'est vrai qu'il y avait la contrainte de la 2D, on a fait très attention, mais après, je peux rassurer les gens, c'est des positions chromosomiques, il n'y a pas de mutation, etc. Il va chercher des données, etc. Et après, il nous fait sur la plateforme, il nous dit ça, c'est pathogène, c'est pas pathogène. Mais c'est une question qu'il faut penser dès le départ. Si c'est pour une utilisation locale, oui, un centre de calcul, ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'envoyer sur un code, etc. Par contre, si après, vous voulez développer une application, vous voulez même la commercialiser, on a même discuté de faire une start-up, là, il faut voir être un peu plus grand et peut-être en discuter, oui, avec les GAFAM, etc. Ou même avec des solutions souveraines, comme OVH, comme Orange, comme La Poste, etc. Ils sont là aussi pour nous aider.
juste sur le truc, on a le même problème dans l'automobile, c'est qu'aujourd'hui, un véhicule autonome, il reçoit des quantités énormes de données. Et si je devais mettre des serveurs, ne serait-ce que pour stocker l'ensemble des données dans un véhicule, ce serait une usine à gaz. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train, justement, pour éviter de grossir les systèmes, on va ce qu'on appelle séquencer la donnée. C'est-à-dire, je devais télécharger que la donnée que j'ai besoin, je crois que c'est 3% aujourd'hui des données, ce qu'on appelle les données noires dans les serveurs, sont des données qui sont inutilisées. Et on a 180 data centers sur le territoire français, sachant que 3%, c'est de la donnée qui ne sera jamais utilisée. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'en fait, on revient, l'idée, c'est de revenir, en fait, toujours pareil, en fait, c'est la réflexion industrielle, c'est repartir, est-ce que j'ai besoin de toute la donnée au même moment? Comment cette donnée, est-ce que cette donnée est sécurisée? Est-ce que cette donnée est pertinente? Il y a tout un ensemble de mise en place. Et pour moi, après, je ne sais pas, on n'est pas là pour dire ils ne sont pas bien ou pas. En France, on aime bien faire des normes. Vous avez parlé d'économie. Secnum Cloud, par exemple, le Graal par l'ANSSI, qui est soi-disant un système qui est censé complètement sécuriser un cloud. La vraie raison du Secnum Cloud, c'est que ça, en France, on aime bien, on a créé une norme. Cette norme a permis à certains acteurs d'être justement référencés Secnum Cloud et de facto écarter d'autres acteurs. Donc en fait, on s'est préservé le marché. Mais dans les faits, la sécurisation de Secnum Cloud, elle ne tient pas 5 minutes. Je veux dire, si on commence à regarder dans le détail, on commence à regarder l'OS, on commence à rentrer, elle ne tient pas 5 minutes. Et ça, c'est encore un vrai... Voilà, je trouve qu'aujourd'hui, on a toute cette défiance autour de l'IA, notamment dans la santé, c'est là qu'on le ressent beaucoup plus, hein, mais on l'a dans les autres technologies. Parce que je pense qu'il y a ça aussi. Je pense qu'il y a, au côté éducation, que ce soit du public, mais aussi des décisionnaires, il n'y a pas une vraie explication logique qui dit, voilà, on a fait ça, comme vous dites, voilà, nous, on avait besoin à l'instant T, on avait besoin de ça. On a étudié notre piste, voilà. Et ça, je pense que c'est sur ça qu'il faut jouer. Parce qu'à terme, je pense que ça peut vraiment nuire au déploiement de ces nouvelles technologies. Et l'IA dans la santé apporte de vrais avantages. Enfin, on a tous vu les avancées techniques qu'a pu apporter l'IA, c'est-à-dire de pouvoir comparer des dizaines de photographies. Enfin, c'est ce qu'un humain ne peut pas faire. Mais c'est vrai que ça nécessite d'avoir un peu plus d'un contrôle, et notamment sur les fameuses données santé, parce que combien d'hôpitaux ont été piratés? En Allemagne, en Norvège, des gens ont reçu un email, un hacker qui leur dit « Nous avons appris que vous avez telle maladie, soit vous payez tant, soit on informe votre employeur. » Le risque est là. Et c'est ça qui fait très peur dans ces données de santé. Au même titre que la société Atos, qui a participé justement à ce si on regarde quels sont les actionnaires aussi d'Atos. Est-ce que ça va pas être un service public totalement? On parle des données françaises, des données personnelles. Donc là, il y a des mélanges qui sont aujourd'hui. Oui, mais je peux vous rassurer. Moi qui travaille dans le laboratoire, mes données sont dans le laboratoire, il y a des DSI, etc. C'est très verrouillé là-dessus, il n'y a aucun souci. C'est quand ça sort un peu du cadre, que vous mettez des données sur un cloud et que les hospitaliers, enfin, que le système n'est pas au courant, c'est là qu'il faut faire attention. Cette partie. Mais autrement, c'est très cadré. Non, j'ai remarqué que depuis tout à l'heure, on parle justement de la protection technique de la donnée. On l'a récupérée, on la met quelque part et on la protège, mais il me semble qu'on a un petit peu éludé un élément du débat qui était le consentement des principaux concernés, qui vont peut-être eux-mêmes donner leur consentement au traitement de leurs données de santé, sans forcément avoir très bien compris le pourquoi du comment. On parlait des montres connectées. On peut partir de ça. On parlait du dernier iPhone, justement, qui intègre les outils d'intelligence artificielle qui vont analyser 400 fois plus de données qu'avant et qui vont tout enregistrer, en local, certes, soi-disant, mais qui vont intégrer encore plus de données de santé sur un appareil géré par une société privée américaine, encore une fois, ou pas d'ailleurs. On ne sera pas les seuls à faire ça. Donc sur cette question-là, mais concrètement, est-ce qu'on a bien avancé sur la question déjà du citoyen, du patient? Est-ce qu'il a bien conscience que ces données sont à tel ou tel endroit? Est-ce qu'il a bien tous les éléments du débat? Alors, pour ceux qui regardent les keynotes d'Apple, ils sont censés savoir. Leurs données sont stockées sur la petite puce T1, T2, T3. Mais en fait, c'est toujours pareil. C'est quel crédit on accorde à ce que les grandes entreprises, aux informations que les grandes entreprises nous donnent. Donc, finalement, c'est le choix
de la réalité, de ne pas se voiler la face ou quoi, mais bon, indépendamment de ça, tu viens de parler, Pierre, des montres connectées, et ça fait ce que vous disiez juste avant, vous disiez la phrase « mais j'ai un cancer de la peau, qu'est-ce que je fais ?» La montre m'a renvoyé une information. Bon. Alors ça existait déjà avant, en fait. Hein. La seule différence, c'est que là, la montre va dire au patient « vous avez un problème ». Avant, ça nécessitait que le patient regarde sa peau et se dise « tiens, j'ai peut-être un problème ». Qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? Il va dire ses différents symptômes, il va les demander à ChatGPT ou n'importe quoi. ChatGPT va lui dire « tu as probablement ça ». Avant, il allait sur Doctissimo, il disait « excusez-moi, j'ai ça, ça et ça, qu'est-ce que j'ai ?» Généralement, les gens répondaient « tu as un cancer, tu vas décéder bientôt ». C'était un peu comme dans Dr House, hein, c'est pour un petit peu les 5 mêmes thèmes qui reviennent. Donc, du côté du patient, le passage à l'intelligence artificielle n'est pas, en droit de la santé en tout cas, n'est pas fondamentalement neuf. Ça facilite par contre effectivement beaucoup le passage pseudo-diagnostic initial. Aujourd'hui, voilà, il va rentrer ses symptômes sur ChatGPT. À l'époque, il avait posé la question sur Doctissimo. Mais dans les deux cas, in fine, qu'est-ce qui se passe? Et quand vous avez dit, mais qu'est-ce que je fais? Je vais voir mon médecin. J'ai envie de dire oui. Je vais voir le médecin. Alors, c'est vrai que le médecin, mais au même titre que l'avocat, hein, le médecin n'aime pas qu'on arrive et qu'on lui dise « j'ai ça ». L'avocat n'aime pas qu'on arrive et qu'on lui dise « j'ai tel problème, voici ce que vous devez faire ». J'analyse et on avise. Et finalement, et c'est là que la question des biais peut se poser aussi. Hein, je vais voir mon médecin, je lui apporte une pseudo-réponse de deux choses l'une. Soit le médecin il tombe dans la facilité, il dit « ah bah oui, c'est bon, vous avez ça ». Soit il dit bah, « je vais reprendre la totalité des éléments depuis le début et je me fais mon propre diagnostic ». Ce qui pose en réalité derrière la question de la responsabilité de celui qui pose le diagnostic. Et aujourd'hui, en droit, la réponse est quand même globalement assez simple. Hein. C'est la garantie humaine dont vous parliez. Hein. Aujourd'hui, le droit ne peut pas faire peser la responsabilité d'un problème sur l'intelligence artificielle. Donc, on fait peser la responsabilité du diagnostic sur la seule personne qui est habilitée à poser des diagnostics, c'est-à-dire celui qui a un doctorat d'exercice de la médecine qui lui a été donné par la France, ou par une validation d'acquis. Peu importe. Je ne sais pas si vous voulez ce dire. Est-ce que ça ne renouvelle pas le problème, quand même, malgré tout on pense souvent, on a l'intelligence artificielle qui fait un diagnostic, on ne va pas mettre en prison lire, il va le faire payer, il n'a pas d'argent. Mais il y a un concepteur de l'intelligence artificielle, et ensuite on a toujours le médecin qui est le maillon de la chaîne, et sur qui on peut porter la responsabilité, on a éventuellement les autres vecteurs maintenant. Si vous avez toutes les applications dans les smartphones spécifiques qui sont développées et qui sont proposées par les opérateurs, parce que d'ailleurs, on n'a pas trois moyens de la chaîne différents qui pourraient intervenir dans cette forme de responsabilité, à minima éthique. Je veux dire, est-ce que c'est pas contre-productif d'aller laisser aux personnes tous les jours se demander s'ils n'ont pas une pathologie parce que la photo prise le matin est mal éclairée, il y a un faux positif de l'application. Voilà, on peut avoir à la fois la responsabilité purement juridique, aussi la question éthique. Ma question est, est-ce que ça ne renouvelle pas quand même un peu la problématique, l'intégration d'IA? Moi, pour le consentement du patient pour l'utilisation d'IA, alors il y a l'IA qui est sorti là, donc le médecin devra l'explicabilité au patient, c'est-à-dire que pour toute utilisation d'IA dans les hôpitaux ou dans d'autres secteurs, il faudra que le professionnel de santé explique comment on utilise cette IA et dans quel cas. Et donc, pour l'instant, on en parlera après, c'est sur le secteur de la formation. Il faut former les professionnels de santé. Et à l'heure actuelle, les consentements dans les hôpitaux, il y en a beaucoup qui se font encore en version papier. Et donc, ça serait déjà de numériser ces consentements. Et aussi, on utilise aussi de la donnée, mais c'est des patients qui sont décédés aussi. Donc ça, comment on arrive à avoir cette donnée? Donc ça, c'est un peu plus compliqué, sans avoir le consentement. Et donc, en principe, on n'a pas le droit, si le patient n'a pas donné son consentement, d'utiliser pour l'entraînement, etc. Donc, il faut expliquer déjà au patient, et après, avoir son autorisation pour l'utiliser pour l'entraînement, etc. Autrement, vous ne pouvez pas l'utiliser. D'autant que, alors pour l'IA, je pense que ça se pose moins, effectivement, vous avez tout à fait raison. De toute façon, le médecin ou le professionnel de santé en règle générale doit toujours obtenir le consentement du patient.
La problématique qui se pose moins en IA, mais qui se pose dans l'absolu, c'est qu'en fait, pèse sur le médecin une double obligation, c'est-à-dire d'obtenir le consentement du patient et d'être certain que le patient a compris à quoi il s'engage. Ça, c'est la vraie problématique que ce soit numérisé ou version papier, le patient qui signe le papier qui lui dit est-ce que vous avez compris, et le patient qui signe un deuxième papier qui dit je vous assure que j'ai compris le premier papier. Finalement, on peut en faire comme ça 15 d'affilée des papiers, on n'est jamais certain que le patient aura exactement compris ce à quoi il s'engage. C'est pour ça que, sauf erreur manifeste, les juges sont quand même plutôt du côté, lorsqu'il y a un problème du professionnel de santé qui aurait correctement agi. C'est vrai que cette question du consentement, vu que le consentement au traitement des données médicales ne va pas directement impacter le patient comme une autorisation d'opération médicale qui impacterait directement son corps. Aujourd'hui, je parle sous votre contrôle, il n'y a pas encore de problème de patient qui reviendrait sur son consentement et qui dirait « non, en fait, je n'avais pas compris de quoi vous parliez en parlant d'intelligence artificielle ». Ces problèmes de consentement-là, on les a beaucoup plus pour tout ce qui touche au patient, au corps du patient, plutôt qu'aux données médicales de santé du patient. Je reviendrai là-dessus. Dans les cabinets de radiologie, maintenant, vous regarderez quand vous faites une radio, c'est marqué, il y a un petit consentement qui est marqué pour être utilisé par une IA. Donc moi, la dernière fois que j'étais fait une radio, c'était marqué, je dis, tiens, je vais regarder leur texte, et c'est bien marqué pour l'utiliser pour de l'entraînement, etc. Donc, parce que les 3/4 des cabinets, maintenant, le demandent, pour être utilisé pour l'entraînement, etc. C'est pour ça que c'est intéressant de savoir si le patient était mis au courant. Mais c'est marqué, hein. Oui, le reste que ce soit. Oui, mais vous signez, je me rappelle, j'ai signé. Hein. Oui, mais on s'en fout libre. Le consentement est signé, et c'est après, j'ai dit, tiens, je vais regarder si elle est. Non, c'est bien marqué, utilisation pour. Oui, je crois bien. Mais depuis longtemps, la Cour de cassation nous a dit lu et approuvé ne veut pas dire que vous avez lu et approuvé. Ça n'a pas de sens. Ouais, ça fait un moment que la Cour de cassation a ça. C'est pour ça que le médecin doit s'assurer que le patient a compris à quoi il s'engageait, qu'il a compris l'ampleur de son engagement. C'est pour ça que l'information n'était pas si facilement accessible, parce que si vous, en tant que professionnel de santé, vous avez dû vous poser la question, tiens, je vais aller vérifier si ça y est, c'est que visiblement personne n'allait se poser la question et personne n'allait vérifier. Moi, j'étais vérifié. Voilà. De toute façon, je suis persuadé que ces consentements qu'on m'a fait signer à feuille et tout ont été rédigés par vos compagnies d'assurance de façon à vous couvrir totalement en cas de problème. Je consens à chaque fois de mourir du traitement ou des examens qu'on va faire. Donc, la loi Kouchner a été très bien rectifiée par le corps médical et félicitations à vos compagnies d'assurance. Hein. Ceci dit, je pose le pacte de l'explicabilité. Vous avez dit, c'est la boîte noire. Comment va-t-on ouvrir la boîte noire? Je ne sais pas ce qui se passe dedans et comment va-t-on l'expliquer aux patients? Faire des formations. Non, ouais, je dirais qu'il faut faire des formations. Et c'est vrai qu'expliquer une boîte noire, c'est compliqué, mais expliquer l'intérêt du numérique dans la santé, c'est ça, expliquer aux patients que ça va pas pour notre métier. C'est ça l'intérêt, c'est d'expliquer que l'utilisation n'est pas contre-productive, ça nous aide. Voilà, d'expliquer comment on fait du machine learning, du learning, ça sert à rien, franchement. En fait. Savoir coder du Python, comme moi qui suis médecin, c'est aucun intérêt pour moi. Mais expliquer, à dire, voilà, on a utilisé l'IA, et avant, on ne classait pas bien les chromosomes, maintenant, c'est que plus rapidement, votre médecin gagne du temps, on fait des diagnostics plus rapides. Voilà. C'est ça. Voilà. Pour les patients, par exemple, en fait, je me suis aidé, mais au lieu de m'aider de 15 confrères, je me suis aidé de une IA, et in fine, la vérification et la décision, elle est prise par moi, médecin, donc ne paniquez pas, il n'y a pas de difficulté. Finalement, c'est ça, c'est être transparent en disant, non, il y a toujours un humain qui prend la décision et qui vérifie tout ce qui a été fait. Et sur des patients, il y a toujours des problématiques partout, mais un patient à qui on explique bien les choses, généralement, il n'y a pas de difficulté particulière. Ça, c'est pas du domaine d'expertise, parce qu'il y a des domaines où j'imagine que certains cas d'usage, on pourrait rendre dépendant le professionnel, ça peut être pas seulement le professionnel de santé, ça marche dans tous les secteurs d'activité. J'imagine qu'il y a des cas d'usage où le professionnel de santé pourrait un peu trop se reposer sur l'outil. On a des exemples en dehors de la santé où on demande aux opérateurs de valider en appuyant sur un bouton régulièrement, mais bon, au bout d'un moment, on a l'effet d'accoutumance, ça a été étudié. Et puis, est-ce qu'en santé, on n'a pas ces cas-là spécifiques?
Justement, la diapo. Ah oui, c'est le jeu. Ouais. Il faut illustrer, il faut illustrer. Alors, tac. Parce que justement, on travaille, enfin, il y a des travaux qui se font là-dessus pour justement essayer que ce soit plus complètement une boîte noire. Là, vous avez un exemple, c'est des collègues de Grenoble qui travaillent là-dessus sur des images cérébrales. Donc, en entrée, voilà, on a une image IRM, et puis partie boîte noire. On va après segmenter les lésions. Et puis, pour que le médecin ait comment il avoir confiance dans cette boîte noire. Donc, on essaie d'essayer de quantifier l'incertitude à différents niveaux. Il y a, par exemple, déjà sur le contrôle qualité des images qui sont en entrée, bien vérifier que c'est de la même solution, du même type que celle qui est en servi à l'entraînement, et de veiller à ce niveau-là. Après, il va y en avoir au niveau de la détection des erreurs de segmentation. Après, voilà, on va essayer de dire, on a une carte un peu avec l'incertitude qui indique c'est rouge, moins la machine est certaine de son résultat. Et puis également, alors ça c'est au niveau pixel, hein. Mais après au niveau, on a aussi des scores de confiance au niveau de la lésion en elle-même. Les données sont accessibles directement par le professionnel. Oui, voilà, c'est ça. Donc, pour qu'il ait l'information à tous les jours, et pas uniquement, parce qu'il faudrait très bien avoir, c'est avoir ce qui l'intéresse, hein, au final, c'est la charge lésionnelle avec un volume. Il faudrait juste lui donner 5. Là, on a dit qu'en plus, pareil, hein, des intervalles de production. On essaie vraiment d'avoir toutes les étapes de la chaîne de traitement, une information complémentaire qui permet aux patients d'avoir une plus grande confiance dans l'algorithme qui a été développé. Un bon exemple d'explicabilité, effectivement. Moi, je pose une question que je pourrais en fait avoir posée si j'avais été de l'autre côté. À partir du moment où vous avez un score de confiance, tant que le score de confiance n'est pas à 5, je sais pas, ou à 100%, c'est qu'inévitablement, il y a une possibilité d'erreur. Et donc, combien de fois vous avez du 100%, ce qui permettrait aux médecins de baisser en vigilance, sachant que si c'est 99%, il y a 1% de chance de risque d'erreur. Et donc, finalement, est-ce que thématiquement, vous n'avez pas une obligation de vérification de tout ce qui a été fait? Alors, là, par exemple, sur l'image qui est là, c'est une coupe IRM, sachant que on parle d'une cinquantaine, une centaine. Donc, on peut très bien aller indiquer au médecin sur quelle coupe j'ai un doute. Il n'y a pas forcément besoin de revoir les 50%. Je passe à la diapo suivante. Oui, oui, donc du coup, voilà, il y a une alliance sur un consensus international, à la fois européen et puis nord-américain, qui travaille justement sur ces aspects-là pour essayer de définir un peu quels sont les guidelines, les principes à suivre quand on veut développer des nouveaux algorithmes logiciels d'IA pour la santé, avec finalement 6 grands principes, hein, fairness, donc équité, universalité, le fait de la traçabilité, de transparence, hein, sur les données utilisées, la facilité d'utilisation, la robustesse, et puis le problème de l'explicabilité. Voilà, c'est 6 grands. Et après, ils ont proposé une espèce de checklist pour chacune des sous-catégories. Mais qui permettent, quand on veut développer un nouveau logiciel, de pouvoir se baser sur ces. Ce qui correspond en plus aux exigences de la réglementation, parce que l'IA, on revient sur la notion de digne de confiance, on la retrouve ici, et c'est vrai qu'on ne sait pas ce que c'est. Une digne de confiance, dans chaque secteur d'activité, il faudra fixer des critères. Et là, en l'occurrence, c'est exactement ça. C'est une fois qu'on a tous ces critères,
On est bien parti en tout cas pour renouer une ligne de confiance. En sachant qu'en santé, on a comme cette idée d'avoir un résultat qui est évidemment le plus vrai possible. On a cette notion de vérité qu'on va retrouver, qu'on va pas forcément retrouver dans d'autres domaines. Donc on a peut-être plus de facilité à obtenir ça. Il y a une question. Dans la continuité, je voulais faire le lien avec l'IA Act et les notions, le régime des IA à haut risque. Finalement, on retrouve certaines des obligations qui sont associées à l'IA à haut risque dans ce que vous nous décrivez. Est-ce que vous êtes en pleine réflexion avec des juristes pour réfléchir à cette adaptation, cette nouvelle réglementation? Comment ça se passe? Oui. Moi, dans le cadre, plus dans le cadre diagnostic, on rentre dans l'IACT. Tout ce qu'on fait, c'est, je ne sais pas si je l'ai mis, on a développé une IA générative pour les enfants atteints de cancer, mais c'est une IA d'accompagnement ou de conseil. Et ça ne rentre pas du tout dans le cadre, il n'y a pas de données de santé. Par contre, dans le cadre du dataton, on a des collègues qui ont développé sur de la biométrie faciale pour les patients atteints d'Alzheimer, des parkinsoniens. Et c'est vrai que dans cette application, vous pouvez la développer dans le cadre de la recherche, il n'y a pas de souci. Par contre, dans le cadre diagnostic, vous n'aurez pas le droit. Donc, tout ce qui prend de la biométrie, c'est en risque élevé. Donc en France, actuellement, ce n'est pas autorisé. Donc on regarde, moi j'ai Maître Cécile Terjalu de Paris, puis la DPO du CHU qui me conseille quand j'ai besoin, je leur demande, voilà, je vais développer ça. Et là, on avait développé, je ne sais pas si je peux cliquer dessus, il y a une petite vidéo, c'est assez sympa. Ça marche? C'est la vidéo envoyée à côté. Non, c'est dessus, peut-être c'était une vidéo, peut-être qu'elle marche ou pas. Ouais, ça s'appelle Profia. On a développé ça dans le DataKid. C'est une IA générative avec du chat GPT-4 derrière. Et vous allez voir, c'est sympa, vous mettez un aliment, puis il vous répond. Donc, c'est pour tous les enfants atteints de cancer. Là, pour le CHU de Dijon, on a développé un développement dans le cadre avec le service d'oncopédiatrie. Et en fait, c'est d'un besoin, c'est que les parents et les enfants ont des aliments, surtout les enfants, des aliments autorisés et non autorisés, avec les éléments fongiques et les aspergillus, etc., qui sont très contraignants. Et donc, David a créé un prompt dans ChatGPT-4, là, tout est fait par IA générative, et il répond. En fait, le besoin, c'est que actuellement, c'est sur une feuille, et lequel les parents, ils perdent la feuille, ça pas, donc ils appellent le service. Donc, on avait été genre, tiens, vous ne pouvez pas nous faire quelque chose. Et donc, c'est dans le cadre du DataKid, si ça vous intéresse, on fait cette animation le 13 décembre à l'ESEO. L'année passée, c'était le cancer, et cette année, c'est le handicap. On essaie de créer une application, un fil rouge sur une application santé pour les enfants handicapés. Là, on est en train de chercher un peu le thème. Disons, le thème, on l'a trouvé, mais chercher une application. Et là, l'association Coup de pouce nous a aidés financièrement, parce que ChatGPT-4, c'est celui qui est payant. Donc, il nous aide financièrement pour utiliser cette application. Il y a 1 ou 2 patients qui ont utilisé, mais très contents. Nous, on a testé tous les aliments autorisés et non autorisés pour voir s'il n'y avait pas d'hallucination. Donc, il n'y en avait pas, il nous a bien remis. Après, on peut mettre aussi d'autres aliments, il vous répond. Voilà, c'est une petite application qu'on a fait assez rapidement sur un thème. Ça marche pas mal. Il y a un monitoring, il y a un contrôle régulier quand même de l'application. Ouais. Parce que les hallucinations, elles peuvent arriver à un moment donné. Moi, je vérifie après, je tape des aliments. Voilà. Si vous l'utilisez, vous demandez, vous envoyez un mail. Pareil, il n'y a pas de données patients. Et on met un code, il faut un code pour rentrer spécifique. Il y a aussi quelque chose qui existe, parce que c'est vrai que la santé évolue. On a entendu la médecine 4P, maintenant on est sur la médecine 5P. Et ce qui est intéressant, c'est le dernier P. L'aisance est participative, personnalisée. Mais le dernier P, c'est la preuve. Et c'est là où ça peut être intéressant, c'est que justement, on parle de technologie d'IA. Donc, si on applique tout simplement la nouvelle médecine, la nouvelle doctrine de 5P, si on l'applique, effectivement, il faut vérifier si scientifiquement, s'il y a une preuve scientifique de ce qu'annonce une technologie. Donc, finalement, aujourd'hui, tout est mis en place. C'est tout simplement l'usage qu'on va en faire. Voilà, mais la médecine 5P, je trouve que c'est dans la bonne direction. Il faut toujours se poser la question, est-ce qu'on est bien parti du besoin? Moi, toute application qu'on développe, s'il n'y a pas de besoin, on ne le fait pas. Ce que je vous dis, le cas qu'on a eu une fois, c'est un chercheur en cardio, il m'a appelé, je dis, il y a le besoin, il n'y en avait pas. Donc l'application, elle
il ne l'a pas développé. Là, cette application, c'est vrai qu'elle est assez sympa et très utilisée. On est en train de développer, mais c'est vrai qu'on essaie de. Le docteur Desplantes là, du CHU, c'est vrai qu'elle a beaucoup de travail. Donc, on va essayer de mettre des QR codes pour que les patients viennent, qui scannent et qu'ils aient accès sur leur smartphone. Voilà. Peut-être passer par ce biais-là aussi pour l'information du patient, au lieu juste un formulaire écrit ou une question numérisée ou pas, comme le disait Romain. Bon, fondamentalement, ça ne change rien. Par contre, si on passe par des applicatifs plus ludiques, dira-t-on, ou même imagés aussi, parce que faire comprendre voilà, le protocole, comment vous appliquez, et concrètement en vidéo, voilà à quoi ça ressemble. Est-ce que c'est utile, pas utile après? Donc là, ça c'est pareil, on est en train de développer pour les formations des internes dans le laboratoire. Parce que je vous explique, les internes, ils passent tous les 6 mois dans le laboratoire, on les forme, c'est à peu près toujours le même mode de formation. Et on est en train de faire un petit peu un mode de formation en métavers, avec des vidéos, etc., pour que sa culture sur le cariotype, etc., on est en train de le faire. C'est David qui s'en occupe. Il a eu les crédits de Google là, pour le faire, mais sans donner, pas, etc., mais leur expliquer aux internes qu'il faut faire comme ça, comme ça, comme ça. Métavers au sens de réalité virtuelle. Ouais. C'est des applicatifs courants? C'est courant comme appli? Non, pour l'instant, non. Il faut avoir les moyens, puis il faut avoir la personne qui le développe, c'est ça. Là, je parlais de la technologie tout à l'heure, mais moi, j'ai de la chance d'avoir David dans le service, et quand vous avez quelqu'un comme ça, vous avez une idée, il vous le développe. Ouais. Mais il faut toujours partir du besoin. Moi, mon besoin, c'est de former les internes, et c'est vrai que c'est assez chronophage. C'est mon métier, de former. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, au bout de 20 ans, 30 ans, on dit, tiens, il y a peut-être quelque chose à faire là-dessus sur le numérique, qui peut nous aider, et qui les internes peuvent avoir pareil sur leur smartphone chez eux, voir l'application directement. Quelque chose dont on avait discuté, on va voir, je m'éloigne un petit peu de ces questions. Déjà, première remarque, c'est qu'on a vu ce matin dans les 2 tables rondes que les questions qui se posaient, c'était directement sur les cas d'application de l'IA. Alors là, évidemment, il y en a, mais on voit que ce qui a retenu le plus notre attention, ce n'était pas l'IA en tant que tel, c'était ce qui permettait de l'alimenter, c'était la donnée. Donc on n'en était pas encore véritablement au stade de l'IA, comme on était encore surtout au stade de la donnée. On sait avoir parlé en plus, et je n'ai que le cadre juridique qui entoure la gouvernance des données de santé, un cadre juridique qui est excessivement complexe et difficile à mettre en place. Donc ça, c'était ma première remarque. Deuxième remarque, et ça on en avait parlé en amont de ces tables rondes, c'était sur la question du risque de concurrence qui pouvait exister entre les hôpitaux, entre les CHU, entre ceux qui vont justement se lancer dans l'utilisation de systèmes d'intelligence artificielle et ceux qui, au contraire, seront plus réfractaires. Question peut-être un peu caricaturale, mais est-ce que du coup, sur certains points, on n'arriverait pas à un système de santé à plusieurs vitesses en fonction du degré de recours à l'IA par les CHU? Alors, je vais vous répondre directement. Le risque de concurrence, je ne pense pas. Je pense qu'on a chaque CHU ou chaque centre a un peu ses spécificités et il faut avoir l'expert. Pour l'IA, si vous n'avez pas l'expert, vous ne pouvez pas développer. Et moi, je redis, j'ai de la chance d'avoir un expert. Ce n'est pas tous les centres hospitaliers. Donc, il y a beaucoup de centres qui font accès, qui font appel à des startups. Moi, c'est dans l'hôpital. DIAD, le développement de l'IA au CHU de Lyon, c'est dans l'hôpital et il y a un médecin expert qui le développe. Et sur des thématiques, je dirais, actuellement, je ne vais pas sur des thématiques qui ont déjà été développées. Si vous avez de la radiologie, tout ça, c'est vrai qu'il y a beaucoup de grosses startups, Siemens, je ne serais pas concurrentiel. On est 3, 4, sur des niches, sur une spécialisation, là, comme moi, ma cytogénétique, je peux la développer et je vais sur une niche qui s'appelle les copy number variation. Et là, je suis tout seul. Je ne suis pas tout seul. Il y a des centres aussi aux États-Unis qui le développent. Mais en France, on est un peu leader au niveau de la génétique en France. On va. Et si vous n'avez pas l'expert, on ne peut pas le développer. Et c'est vrai que dans les CHU, il y en a qui ont de la chance, ils ont des experts, d'autres n'ont pas. Ceux qui n'ont pas, ils font appel à des personnels extérieurs, des startups, voire aux GAFAM, etc. Donc, ils font des partenariats. Nous, à Dijon, on a de la chance. Et on a aussi de la chance d'avoir des universitaires qui participent à faire le travail. Là, j'ai peut-être passé, on fait le datathon, un marathon d'innovation. Il y a tous les chercheurs de l'Université de Bourgogne qui viennent, et on leur propose des défis. Et c'est des professeurs de santé qui proposent des défis. Et le premier qu'on a fait, c'est dans le cadre du Covid.
Covid-19, on avait 3 défis. Et l'année passée, on est passé à 5, 6, 7. Et là, on avait 17 défis. Et grâce aux chercheurs comme Stéphanie, etc., de l'Université de Bourgogne, qui viennent tout le week-end, et ben, ils travaillent sur cette thématique. Et après, ben, ça continue, ça peut aller jusqu'à la start-up. Et après, ils travaillent encore avec des professionnels de santé. En fait, on a fait le matching entre professionnels de santé et l'universitaire. Et dans le cas du hackathon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un hackathon, hein, c'est pareil. C'est tout un week-end, ils travaillent, en préalable, on fait des réunions. Et à la fin, on essaye d'avoir une application qui peut être développée après dans le cadre de médecine. Parce qu'on parle souvent des manques de moyens dans le secteur de la santé, qui est très hétérogène, mais comment ça se passe concrètement pour le financement des projets IA? Est-ce que c'est des sources de financement qui apparaissent miraculeusement? Vous avez mis là. Alors, on a des projets de recherche, des ANR, etc., qu'on peut avoir. Nous, on a un projet européen avec Google qui nous a prêté du cloud, excusez-moi, pour le métavers, etc. Pour le datathon, on a eu un partenariat avec AWS et Azure. Ils ont donné du cloud. Et au niveau des organisations, j'ai l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté qui m'aide, qui me sponsorise pour une ingénieure. Et ils sont là pour m'aider quand j'ai besoin. Là, pour une participe au datathon, etc. Il y a la métropole aussi, il y a la région, le CHU, etc. et qui nous cofinancent. Oui, donc sans surprise sur des sujets porteurs, il y a des sources de financement. Parce que les gens vont pu se poser la question, on dit que le système de santé manque d'argent, va mal, et puis d'un coup il y a plein de projets IA qui sortent effectivement, donc on pourrait se poser la question d'où vient effectivement. Et après, l'étape, je dirais la plus difficile, c'est le passage à l'application dans le domaine diagnostic et de routine. Et c'est là qu'on fait appel à des incubateurs. À Dijon, il y a la SAC, etc. Et c'est là encore où, voilà, je dirais, ça pêche, il y a encore un peu de moyens, il faudrait plus de moyens. C'est là où, à Besançon, ils ont développé Tube à essai, qui est pour coacher un petit peu les porteurs de projets pour aller jusqu'à la start-up. Donc à Dijon, je pense que ça va se faire aussi. Et voilà, mais non, il y a des moyens, mais il faut arriver à les trouver. Et c'est vrai que j'aimerais qu'il y en ait plus. J'aimerais qu'on dise, voilà, dans les hôpitaux, on met de l'argent sur l'IA. Pour l'instant, oui, j'ai l'ARS, et il n'y a pas d'enveloppe dédiée au niveau gouvernemental pour les CHU pour l'IA. Il y a des projets de recherche, il y a Plan France 2030, pour les tiers-lieux d'expérimentation. Des choses qui sont faites. Hein. Sans comparer aux États-Unis ou à la Chine, on est à des années-lumière. Voilà, je un peu de Alors, j'aurais une dernière question sur les standards de qualité, mais vu qu'il nous reste 5 minutes, je voudrais savoir s'il avait une dernière question dans l'Assemblée. Oui, juste une question par rapport à la propriété industrielle avec l'interaction avec l'IA, c'est-à-dire tout ce qui est des brevets concernant la protéine ou le processus de l'isolation d'une protéine, par exemple. Est-ce que l'intervention de l'IA ne ferait pas un peu fausser le rôle de l'inventeur là? Non. En termes de pays, alors je peux répondre à la première question. La pays, c'est celui qui a validé, il a développé des applications. Moi, je suis côté biologique, lui, c'est côté numérique. La pays, on l'a tous les deux. Et après, on l'a développé ensemble, etc. C'est la propriété de celui qui l'a développé. Et après, il n'y a pas de biais aussi sur une protéine. Ou de problématique là-dessus. C'est en amont du projet qui, je ne suis pas juriste ni juriste, hein, il faut faire la propriété intellectuelle et elle appartient à celui qui l'a développé. Et ça doit être fait au début du projet. Pour ce qui est des brevets, on n'a pas encore breveté une technique d'intelligence artificielle sur une protéine. C'est un processus. Toute la propriété intellectuelle. Ouais, les brevets, c'est pas tout. La propriété intellectuelle. Ouais, quand on a développé une IA sur la partie génétique, la première chose qu'on nous a demandé, c'est qui l'a développé et à qui appartient l'API. Et les brevets, à chaque fois que j'en parlais, il n'y a pas de brevet, il n'y a pas de l'API. Pour du logiciel. Ouais. Sur des logiciels, soit 86. Pour d'auteur. Et c'est vrai, on est bien accompagné à Dijon, même dans les autres centres, il y a des incubateurs qui nous conseillent sur l'API, nous, au niveau du CHU. Par rapport à la SAT, ils nous envoient la SAT et c'est eux qui nous donnent les papiers à signer. Lui a approuvé. Et lui a approuvé que je pouvais en sourire.
juste en complément, il y a l'intelligence artificielle en tant qu'outil. Effectivement, on va s'orienter sur la composante logicielle ou la composante base de données qui pourrait faire l'objet d'un droit. Il y a les inventions, mais là, l'autre question, vous s'orientez plus vers les inventions mises en œuvre par un ordinateur, qui sont peut-être des produits ou des procédés brevetés. Ce n'est pas la composante logicielle qui sera en tant que telle brevetée, mais il y a une frontière, une espèce de zone grise concernant cette catégorie des inventions mises en œuvre par ordinateur. Après, la question, c'est quand on développera des nouveaux procédés ou produits aidés, assistés par l'intelligence artificielle. Et là, on a encore en cours de réflexion, mais les lignes directrices de l'Office américain des brevets visent à exiger que pour chaque revendication, chaque produit ou chaque procédé qu'on va essayer de se réserver par brevet, il va falloir démontrer que des inventeurs humains ont eu un rôle substantiel suffisant. Donc, la partie qui aurait été, c'est une hypothèse d'un d'école, mais entièrement générée par IA, elle ne pourrait pas, si on applique ces lignes directrices, elle ne pourrait pas être couverte par un brevet. Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a une dernière question, interrogation, intervention? Est-ce qu'on a respecté parfaitement le timing? C'est magnifique. 15h30, ça n'arrive jamais. Ça serait bien de le souligner. Tu as une autre question, une autre intervention, une autre remarque? Clôturer là. Écoutez, je vous remercie à tous, en tout cas, d'avoir assisté à ces 3 tables rondes. Merci évidemment à vous 3 pour ces échanges très instructifs. On a appris beaucoup de choses, je pense, sur ces thématiques. Je ne suis pas spécialiste en santé, donc je découvrais beaucoup notamment sur les cas d'usage.